Lucas Teinturier, il est doctorant à l'Observatoire de Paris au LESIA. Il était premier auteur d'une publication récente en février, si je ne me trompe pas, sur l'atmosphère des Jupiters chauds et ça va être exoplanètes. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. J'en dis pas plus parce que sinon, euh, Lucas, ben vas-y, c'est à toi. Ok, bonjour à tous, merci de vous être connectés pour ce séminaire. Donc, comme l'a dit Nicolas, je suis en dernière année de thèse à l'Observatoire de Paris au LESIA, mais je suis aussi à Jussieu au laboratoire de météorologie dynamique. Et je vais vous parler du coup d'un pan de mon activité de recherche sur l'atmosphère des Jupiters chauds et à la fois leur détection et leur caractérisation. Donc, pour commencer ce séminaire, on va d'abord remettre en contexte avec les atmosphères planétaires du système solaire. Donc, comme vous le savez très certainement, on a 8 planètes dans le système solaire. Proche du Soleil, on a 4 planètes rocheuses, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et un peu plus loin, après la première ceinture d'astéroïdes, on a 4 planètes gazeuses géantes, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc, voilà, c'est quand même cette dichotomie entre proche du Soleil, 4 rocheuses, loin du Soleil, 4 planètes géantes gazeuses. Et notamment, si on s'intéresse à Jupiter, elle est faite d'hydrogène et d'hélium et donc n'a pas de surface rocheuse. Donc, si on continue de faire un zoom sur l'atmosphère de Jupiter, elle est située à une distance de 5 unités astronomiques et tourne autour du Soleil en environ 11 ans. Elle est principalement faite d'hélium, enfin d'hydrogène et d'hélium, et on sait depuis plusieurs années maintenant qu'il y a des nuages d'ammoniac, d'eau, de NH4HS qui sont présents dans son atmosphère. Et quand on l'observe, on voit sur les photos qui défilent à droite beaucoup de structures atmosphériques. Donc notamment de loin, on voit ces structures de grandes échelles en bandes qui sont en fait des jets atmosphériques. Et on observe aussi pas mal de différents spots et de tourbillons, comme ici par exemple, qui sont indicatifs d'une forte activité atmosphérique. Et ce qui est important de noter, c'est que Jupiter étant très loin de notre Soleil, c'est une planète qui est relativement froide, avec une température de l'ordre de environ 160 Kelvin. Donc ça, c'est un petit peu un horizon très très rapide des planètes de notre système solaire, mais on va entrer dans un monde qui est complètement différent maintenant avec les exoplanètes, où on en a une très forte diversité. Donc là, on peut voir une vue d'artiste un échantillon non représentatif du nombre d'exoplanètes que l'on a détectés. Mais si on passe à une vue qui est un peu plus scientifique, disons, on la représente plutôt de cette manière, la diversité d'exoplanètes que l'on a détectées. Donc, il y a 2, 3 semaines, quand j'ai fait ce graphique, on était à plus de 5500 exoplanètes confirmées, mais ce chiffre est à mon avis déjà faux parce qu'il augmente quasiment tous les jours. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un diagramme assez classique dans la science exoplanétaire, où on a ploté en axis le demi-grand axe et en ordonné ici la masse de la planète en masse de Jupiter. Et les couleurs sont représentatives de la taille de la planète, enfin de son rayon, en unité de rayon de Jupiter. On a aussi rajouté les planètes du système solaire ici. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a une très grande densité de planètes découvertes qui sont à des séparations de leur étoile très faibles, moins de 1 unité astronomique, donc plus proches de leur étoile que la Terre ne l'est du Soleil. Et on observe aussi que ces planètes, elles sont plutôt massives, en tout cas plus que nos planètes rocheuses que de notre système solaire, et qu'on a ici deux populations qui se distinguent. Donc, premièrement, on a beaucoup de planètes qui sont closing, enfin, proches de leur étoile, ce qui nous montre qu'on a quand même un biais d'observation quand on regarde les exoplanètes. On est plus sensible avec nos techniques d'observation à ces planètes-là qui sont très proches. Mais même si on est plus sensible à ces planètes-là qui sont très proches, il y a quand même quelque chose d'intéressant parce qu'on n'a pas de planètes qui sont aussi proches dans notre système solaire. Et notamment, on voit ici deux populations qui se montrent. La première en dessous, ici, qui est plutôt des petites planètes avec des rayons inférieurs à la moitié du rayon de Jupiter et des masses qui sont comprises entre 0,1 et 0,01 masse de Jupiter. Donc là, on a des masses qui sont entre celles de la Terre et celles de Neptune. Donc on va appeler cette population de planètes des super-Terres ou des mini-Neptunes au choix. Et, euh, et on ne va pas en parler plus d'ailleurs pendant ce séminaire. Nous, on va s'intéresser à cette population ici d'exoplanètes, avec des rayons de l'ordre de ceux de Jupiter ou plus grands, et des masses qui sont entre 0,5 masses de Jupiter et une dizaine de masses de Jupiter environ. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont très proches de leur étoile, ces planètes. Et ça va nous créer quelque chose de très différent de notre Jupiter à nous, et ça va être la population des Jupiters chauds.
Donc, c'est des planètes, enfin, des exoplanètes qui sont aussi massives et aussi grandes que Jupiter, mais qui sont entre 100 fois et 500 fois plus proches de leur planète hôte. Vu qu'elles sont très proches, elles sont aussi chaudes, donc avec des températures d'équilibre de l'atmosphère qui avoisinent les 1000 à 4500 Kelvin pour la plus chaude détectée. Et comme elles sont aussi très proches de leur étoile, on suppose qu'elles sont en rotation synchrone, donc comme la Lune par rapport à la Terre, il y a toujours la même face qui est face à l'étoile. Et c'est ce qu'on voit donc sur la figure que je représente ici, où l'étoile serait par ici. On a ce point substellaire qui est très chaud et qui reçoit toute la lumière stellaire. Et au fur et à mesure qu'on se parcourt les longitudes, on arrive à un côté de nuit ou un dark side qui ne reçoit aucune lumière stellaire et qui est du coup beaucoup plus froid. On fait aussi l'hypothèse que comme elles sont très proches de leur étoile, elles sont en rotation, enfin en orbite circulaire, pardon, autour de leur étoile, du fait de la synchronisation et des effets de marée entre le système planète et étoile. Donc on n'a pas ce type de planète dans le système solaire, mais en revanche, on en découvre beaucoup, du moins dans la galaxie, où à date, mais je pense que ce chiffre est déjà erroné, on a détecté plus de 1500 Jupiter chauds. Donc ça pose pas mal de questions. Donc déjà, comment une telle planète peut se former proche de son étoile, ou du moins subsider proche de son étoile, et aussi qu'est-ce qui se passe dans ces atmosphères-là qui sont très irradiées, mais de manière dichotomique. Un côté très chaud, un côté avec beaucoup de lumière stellaire, un côté très froid qui ne reçoit pas un seul photon de l'étoile. Donc si on fait un petit peu de vue d'esprit, ce que je vous représente sur le schéma ici qui vient d'une présentation de Vivien Parmentier, c'est à quoi ressemblerait un Jupiter chaud. Donc si on pouvait l'observer comme tel. Ce qu'on verrait, c'est un côté jour qui reçoit la lumière stellaire qui est plutôt très chaud, avec notamment une forte émission thermique qu'on pourrait voir à l'œil nu, parce qu'du coup, elle serait presque dans la bande visible pour nos yeux. Sur ce côté-là, un peu à l'ouest de la planète, on observerait de la diffusion Rayleigh, et notamment des absorptions qui seraient dues à des alcalins, donc par exemple du potassium ou du sodium, ce qui ferait un ciel assez bleu et qui est très clair. Et on verrait aussi une partie très réflective qui serait due à des nuages dans la partie ouest de l'atmosphère. Mais donc là, je vous ai mis quelques questions une fois qu'on a dit ça. La première, c'est est-ce qu'on peut vraiment observer ça? La deuxième, c'est comment on observe les exoplanètes. Et surtout, est-ce que ces Jupiter chauds, ils ne seraient pas trop proches de leur étoile pour être vrai, pour être vus, pardon. Donc la première question, c'est non, on ne peut pas voir ça. La deuxième, c'est, je vais vous présenter comment on détecte ces exoplanètes et comment on les caractérise. Et la troisième question, c'est est-ce qu'on peut voir du coup ces Jupiter chauds? Eh bien non. Ils sont beaucoup trop proches, on ne peut pas les voir, mais on peut quand même avoir beaucoup d'informations sur leur atmosphère. Et c'est là où on va faire de la science assez intéressante. Donc, la première méthode de détection d'exoplanètes qu'on utilise, du moins que moi j'utilise pendant ma thèse, c'est la méthode qu'on appelle les transits, qui est très facilement compréhensible. Et c'est l'illustration que je vous mets ici qui vient de l'Agence spatiale européenne, où on va observer l'étoile et on va attendre que notre planète passe devant l'étoile et donc obscurcisse le disque stellaire. Donc ça nous permet d'avoir une sorte de dip, d'affaiblissement de la lumière stellaire que l'on reçoit, nous, en tant qu'observateurs. Et cet affaiblissement, cette profondeur de transit, comme on va l'appeler, elle va dépendre à la fois de la taille de l'étoile, mais aussi de la taille de la planète. Et donc, en fait, elle est, pour être précis, proportionnelle au rapport des rayons au carré. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette profondeur de transit, ça va aussi être une grandeur spectrale. Et ça va être une grandeur spectrale car, pardon, c'est une grandeur spectrale car ce qu'on va avoir, c'est à la fois de la lumière qui va être bloquée par l'étoile, mais aussi de la lumière de l'étoile qui va passer dans les couches atmosphériques de la planète. Et donc, elles vont être absorbées ou non par ces couches atmosphériques. Et ça va dépendre de la longueur d'onde à laquelle on regarde. Et comme c'est une grandeur spectrale, si on utilise des spectrographes ou des spectromètres, on peut créer des spectres d'absorption de ces atmosphères. Et c'est ce que je vous montre ici sur cette figure, où on a un spectre d'absorption d'un Jupiter chaud qui a été observé il n'y a pas très longtemps par le télescope James Webb et qui nous permet, en fonction de la longueur d'onde, d'avoir un pourcentage de flux qui a été bloqué par la planète et de faire apparaître des bandes d'absorption moléculaire que l'on peut ensuite identifier. Donc, par exemple, sur cette figure, on voit des bandes d'absorption qui sont dues à l'eau, au dioxyde de carbone et aussi à plus courte longueur d'onde ici à des alcalins tels que ici le sodium. Donc, ainsi, on peut avoir une caractérisation de l'atmosphère de ces exoplanètes et savoir quel type de molécules sont présentes dans cette atmosphère. Mais le problème de cette technique du transit, c'est qu'on ne voit pas toute la planète.
comme on l'a dit avant, ces planètes, elles sont en rotation synchrone, et donc, quand elles passent devant l'étoile pour nous, observateurs, ce qu'on observe, c'est ce qui est représenté ici, c'est simplement les limbes planétaires, donc la lumière qui passe ici et ici de la planète et que l'on reçoit, nous, en tant qu'observateurs. Donc, en fait, on a de l'information sur ces atmosphères, mais seulement dans ces régions atmosphériques ici. Alors que nous, ce qu'on voudrait aussi savoir, c'est qu'est-ce qui se passe sur le côté nuit et le côté jour de ces planètes. Parce qu'on sait qu'il y a cette très grande dichotomie entre côté jour et côté nuit, ou du moins théoriquement, on s'attend à voir cette dichotomie. C'est pour ça qu'on a une deuxième technique d'observation qui va s'appeler la courbe de phase, ou les phase curves en anglais. Et cette type d'observation repose sur le fait que comme ces planètes sont très proches de leur étoile, leur période orbitale est seulement de quelques jours. Et donc, on peut observer pendant ces quelques jours en continu la planète qui orbite autour de son étoile et regarder ça pendant une orbite complète. Et donc, c'est le schéma qui est ici, où on observe ici l'événement de transit, donc quand la planète passe entre l'étoile et l'observateur, mais on continue l'observation et on a du coup tout au cours de l'orbite une information sur le flux planétaire et stellaire que l'on reçoit. Notamment, quand la planète passe derrière l'étoile et qu'on ne la voit donc plus, c'est ce qu'on appelle l'éclipse secondaire, et ça va nous permettre, quand on fait une observation, de calibrer notre flux et de pouvoir tirer des informations intéressantes. Comme en plus ces planètes sont en rotation synchrone, le fait de les regarder pendant toute leur orbite, ça nous permet d'avoir accès aux différentes longitudes de la planète. Parce qu'en effet, là, juste après l'éclipse secondaire, on voit le côté jour ici, mais quand on regarde à cette phase ici, on ne voit pas le côté jour en entier, on voit ce qu'on appelle les terminateurs, qui sont du coup les zones de transition entre côté jour et côté nuit. Donc ça nous permet, en faisant de la photométrie en courbe de phase, d'avoir une évolution en fonction de la longitude des différentes propriétés de cette planète. Donc grâce à ça, on peut par exemple faire des cartes de nuages, de certaines espèces chimiques, et aussi de température. Mais si on utilise encore une fois l'aspect spectral de ces observations, cette fois, on peut aussi avoir de l'information sur la structure verticale de ces atmosphères. Parce que lorsqu'on regarde ici, c'est de l'émission qu'on va regarder de la planète, et chaque longueur d'onde correspond à peu près à un niveau atmosphérique vertical différent, ou un niveau de pression différent. Elle sera émis selon la température de ce niveau à une altitude différente. Et donc, en utilisant cette technique des courbes de phase spectrales, on va avoir de l'information à deux dimensions, en longitude et en pression, ou du moins en axe vertical de ces planètes. Et donc là, on va pouvoir commencer à s'intéresser à leur atmosphère et à avoir des informations intéressantes et pas seulement localisées sur les atmosphères d'exoplanètes. Donc, pour passer un peu à ce qu'on voit effectivement quand on fait une courbe de phase, j'ai pris ce graphique d'un papier de revue de Vivien Parmentier et Yann Crossfield de 2018, où dans le panel du haut ici, on observe une courbe de phase qui a été réalisée avec l'instrument Spitzer sur un Jupiter chaud ici. Et donc, on observe différents moments importants dans cette courbe de phase. Les premiers ici, on en a deux, ce sont les éclipses, donc quand la planète passe derrière notre étoile et qu'on ne la voit plus. Et donc, on observe une légère diminution du flux parce qu'on n'a plus la contribution de la planète au flux qu'on observe, seulement celle de l'étoile ici. Et on a aussi le moment du transit qui, lui, est plus profond parce qu'on a la planète qui bloque de la lumière stellaire. Et quand on zoome, du coup, sur ces courbes-là, en coupant un petit peu le transit qui est toujours au milieu, on observe qu'on n'a pas du tout une évolution du flux au cours du temps ou au cours de la phase orbitale qui est constante, on a bien une variation qui est due au flux planétaire. Et donc ainsi, on peut définir deux quantités qui vont être importantes pour nos courbes de phase. La première, ça va être ce qu'on appelle l'offset. Donc on observe ici sur cette courbe de phase que notre courbe a à la fois un maximum et un minimum, et que ce maximum n'est pas localisé au moment de l'éclipse. Et donc ce qu'on va appeler l'offset de la courbe de phase, ça va être le décalage entre la position de notre maximum et la position de l'éclipse, enfin le moment du coup de l'éclipse où la planète disparaît derrière l'étoile. Donc ça va nous donner une première quantité intéressante. Et la deuxième, ça va être l'amplitude qu'on peut définir de différentes façons. Mais la façon la plus simple, c'est le rapport entre le flux maximum et le flux minimum. Et ça va être l'amplitude. Et donc ces deux quantités, on peut les relier à des phénomènes atmosphériques, dont on parlera un petit peu plus tard, mais ce sont aussi des quantités spectrales. Et donc là aussi, le fait d'observer, non pas seulement en photométrie, mais avec un spectromètre, va pouvoir nous donner des informations 2D complètes pendant toute l'orbite de la planète.
Donc, si on fait juste un petit point historique pour l'instant, les premières observations de Jupiter chaud en transit datent d'un papier de David Charbonneau au début des années 2000, où ils ont observé depuis le sol le transit d'un Jupiter chaud qui s'appelle HD 209-458b et que l'on voit ici, où ils ont réussi à observer une profondeur de transit de quasiment 2%. Et ensuite, il a fallu attendre 7 ans pour avoir la première courbe de phase, qui à vrai dire était une courbe de phase partielle, parce qu'on n'a pas toute l'orbite, et qui est représentée ici, où on voit ici l'événement de transit, et ensuite tout le cours de l'orbite jusqu'à avoir une éclipse et un petit peu plus d'une éclipse. Mais on n'a pas le retour jusqu'au 3, on n'a que la moitié de la courbe de phase. Mais rien qu'avec ça, on voit qu'on a une variation du flux sur cette demi-orbite, et on peut commencer à faire de la caractérisation, atmosphérique de ces planètes. Donc, quel type d'instrument on utilise pour ces observations? On a plusieurs choix et je vais me concentrer dans ce séminaire sur des observations qui sont réalisées depuis l'espace, en faisant du coup ici une petite frise chronologique des différents télescopes et observatoires qu'on peut utiliser. Donc, tout d'abord, il y a eu dans les années fin 2010, début 2010, le satellite COROT, qui était un satellite français mandaté par le CNES et qui était dédié à faire des transits d'exoplanètes et notamment de la détection. Et à peu près sur la même période, et qui a continué un peu plus longtemps, on a eu le satellite Kepler. Donc, ces deux-là fonctionnaient en photométrie visible, étaient particulièrement utiles pour détecter des nouvelles exoplanètes grâce aux événements de transit. Actuellement, ces deux satellites sont décommissionnés, mais on utilise maintenant le satellite TESS, qui est une sorte de version, non pas améliorée, mais 2.0 de Kepler, qui est aussi dans photométrie visible et qui nous permet de faire de la détection d'exoplanètes. Et donc actuellement, je crois qu'on a 2500 objets détectés par TESS qui attendent d'être confirmés par un autre instrument pour savoir si ce sont bien des exoplanètes ou d'autres types d'objets. Et on a aussi du coup KEOPS, qui est une mission suisse et de l'Agence spatiale européenne, qui a été lancée en 2020 et qui, elle, n'est pas pour de la détection, mais plutôt de la caractérisation, car elle permet de faire de la photométrie de très haute précision et donc d'avoir des informations très contraintes et précises sur les temps de transit d'une part et aussi sur notamment ce qu'on peut faire avec ça, de la déformation de marée de ces exoplanètes chaudes. Ça nous permet de faire de la photométrie. On a aussi ces trois télescopes ici que vous avez sûrement dû reconnaître. De gauche à droite, donc le Hubble Space Telescope, ici Spitzer, et enfin le James Webb, qui permettent à la fois de faire de la photométrie, mais aussi de la spectroscopie. Et dans le visible pour HST, dans l'infrarouge proche, dans l'infrarouge proche et moyen pour Spitzer, et enfin pour James Webb, de l'infrarouge proche jusqu'au l'infrarouge moyen. Et grâce à ces combinaisons de ces différents instruments, on va pouvoir commencer à avoir des contraintes assez fortes sur les atmosphères de ces Jupiters chauds et commencer à faire de la science autre que simplement de la détection. Donc, si on se pose maintenant dans le cadre de ce qu'on connaît avant que James Webb ait été lancé sur ces Jupiters chauds, on peut s'intéresser déjà à la circulation atmosphérique. Donc là, ce que je vous montre sur cette slide, c'est des simulations d'atmosphère de Jupiter chaud. Et si on s'intéresse au diagramme de gauche, c'est une carte en longitude, latitude de la température à un niveau vertical donné. Donc il est à 0,1 bar. Donc ce qu'on observe, c'est on est centré ici sur le côté jour et le côté nuit est à droite et à gauche de la figure. La planète a été dépliée. En haut, on a le pôle nord, en bas, on a les pôles sud, et à latitude 0, on est à l'équateur. Ce qu'on observe, c'est que l'irradiation devrait arriver normalement, enfin arrive d'ailleurs, ici, à ce point substellaire qui est à longitude 0 et à l'équateur. Seulement, on observe que le point le plus chaud de l'atmosphère, il est décalé vers l'est, il est ici. Et on observe aussi, grâce aux flèches noires qui représentent les vents horizontaux sur les Jupiters chauds, qu'on a un très fort vent qui se dirige vers l'est à l'équateur, et même d'ailleurs à plus haute latitude pour ce cas précis. Et donc ça, c'est assez typique de ces Jupiters chauds, et c'est un des phénomènes que l'on connaît depuis le début des années 2000, les débuts théoriques et de modélisation de ces atmosphères, où le point le plus chaud va être décalé vers l'est du fait de ce fort contraste de température qu'on a entre le côté jour et le côté nuit, que l'on peut voir ici d'ailleurs, où le point le plus chaud est à environ 1450 degrés et les points les plus froids sont ici à environ 750 degrés Kelvin. Et du fait de ce fort contraste de température, on a besoin de redistribuer la chaleur reçue côté jour, et donc ça va se redistribuer sous la forme d'un vent à l'équateur très fort,
Donc ici, avec des vitesses de vent qui peuvent atteindre quelques kilomètres par seconde, et qui va décaler du coup le point le plus chaud de l'atmosphère vers l'est. Et donc si on regarde maintenant la figure de droite ici, donc là c'est une figure en coupe verticale, en latitude, et ici en coordonnées de pression qui correspondent à la coordonnée verticale de notre atmosphère, où on a le pôle sud du coup qui est de ce côté-ci, et le pôle nord de ce côté-ci, et l'équateur pour une latitude de 0. Et on observe ici en rouge le vent zonal, donc le vent horizontal, qui est donc rouge veut dire qu'il va vers l'est, et donc bleu voudrait dire qu'il va vers l'ouest, mais ici du coup on a une propagation du vent vers l'est, conformément à ce qu'on a vu sur la figure à gauche. Et ce vent a des vitesses très importantes à l'équateur qui vont du coup dans ce cas-ci à 3,5 km par seconde. Donc ça, c'est les trois phénomènes typiques de l'atmosphère de Jupiter chaud, qui sont un contraste thermique très fort entre le côté jour et le côté nuit, qui peut atteindre dans certains cas 1000 Kelvin, un vent équatorial qui va à plusieurs kilomètres par seconde, qui permet de redistribuer de la chaleur entre le côté jour et le côté nuit, et un décalage du point le plus chaud de l'atmosphère vers l'est du point substellaire, qui reçoit du coup le maximum de radiation stellaire. Ça, c'est pour la circulation atmosphérique en tant que telle. Si on enfin, on peut aussi le voir sous cette forme-là qui est peut-être un peu plus pratique, où on a du coup ici la carte de température et ici la carte de vent, où là on est sur le côté nuit qui est du coup beaucoup plus froid, et ici le côté jour apparaît avec le décalage vers l'est, pardon, et ici le vent zonal équatorial qui est du coup particulièrement fort entre cette zone qui correspond à plus ou moins 25 degrés en latitude et qui s'affaiblit petit à petit lorsqu'on monte à plus haute latitude vers les pôles. Si on s'intéresse maintenant à la chimie de ces atmosphères, pour contraindre du coup cette chimie, on a besoin de spectrographes, donc de spectromètres, mais avant James Webb, on était relativement limité. On avait à notre disposition une couverture spectrale qui allait à peu près de 0,1 micron à 5 microns, et elle est assez bien représentée sur ce spectre ici, qui est issu d'un papier de Anna Wakeford de 2018, où on a les données Spitzer ici, où on a seulement 2 points photométriques, à 3,6 et à 4,5 microns. Entre 0,7 et 1,7 microns, on a les données HST qu'on peut observer ici. Et à plus courte longueur d'onde, on a quelques données HST selon le mode d'observation, et on a aussi des données sol, avec notamment, par exemple, des données du VLT. Mais donc, ça reste relativement faible comme possibilité d'observation, en tout cas comme couverture spectrale. Et on faisait ça avec une assez basse résolution ici depuis l'espace. Et notamment pour toutes les signatures spectrales qui seraient au-dessus de 2 microns, on avait seulement 2 points photométriques, ce qui ne permet pas de dire grand-chose. Mais on a quand même la possibilité de détecter quelques types de molécules, et donc notamment dans ce cas-là, et qui est assez représentatif des populations des atmosphères de Jupiter chaud, on détecte de la vapeur d'eau, notamment qui est très bien vue ici, et des alcalins. Donc ici, on a une signature de potassium et de sodium, et on a quelques détections tentatives de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone grâce aux 2 points Spitzer, mais qui sont très modèle dépendants. Et donc, on n'avait pas de confirmation très forte de la présence de ces 2 molécules dans les atmosphères de Jupiter chaud avant James Webb. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne détecte pas de méthane dans ces atmosphères. Et ça, c'est une indication que très probablement, ces atmosphères de Jupiter chaud sont non pas en équilibre chimique, mais en déséquilibre chimique. Et ça va être assez important pour la suite. Mais ce qu'on voit notamment là, c'est que pendant à peu près 25 ans depuis la découverte des premières exoplanètes, on a quand même une quantité d'informations utilisables sur l'atmosphère qui est limitée, même si on parvient à en tirer quelques conclusions. Et notamment du fait de nos observatoires tels que Hubble qui est en orbite basse et Spitzer aussi, on a des problèmes avec les réductions de données et aussi on crée des dégénérescences à la fois qui sont liées à l'atmosphère et à la physique, mais aussi liées au phénomène de réduction de données et au bruit des observations. Si on s'intéresse un peu plus à cette question du déséquilibre chimique dans les atmosphères, ce que je vous représente ici, avec un code de simulation 1D qui est développé à l'Observatoire de Paris qui s'appelle EXOREM et qui est notamment développé par Benjamin Charnet, j'ai fait une simulation d'une atmosphère d'un Jupiter chaud avec et sans déséquilibre chimique. Donc, c'est ce qu'on voit ici sur cette figure. Ce sont des profils verticaux des différentes abondances de molécules qu'on peut trouver dans ces atmosphères-là. Donc, par exemple, de l'eau, du méthane, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, des alcalins et de l'ammoniac. Et on voit les différences entre les traits pleins et les traits pointillés selon qu'on suppose qu'on est à l'équilibre chimique ou non.
En particulier, si on regarde le méthane, donc qui est en gris ici, qui est cette courbe-là, les deux courbes d'équilibre et des équilibres chimiques sont confondues jusqu'à une certaine pression, mais plus haut dans l'atmosphère, on observe un comportement totalement différent sur l'abondance de méthane. Et ça peut être donc, si on mesure ou ne mesure pas du méthane dans cette atmosphère, ça peut être un indicateur de déséquilibre ou équilibre chimique dans cette atmosphère de Jupiter chaud. Et notamment, ça se voit sur les observables, où ici, je vous ai représenté un spectre de transit dans les deux cas possibles, équilibre ou déséquilibre. On observe des différences assez marquées sur les features, enfin, pardon, les bandes moléculaires que l'on observe dans cette atmosphère, notamment à haute longueur d'onde, entre 2 et 5 microns, qui est un domaine de longueur d'onde auquel on n'avait pas vraiment accès avant James Webb. Une autre question importante de composants pouvant exister dans les atmosphères de Jupiter chaud sont les nuages. Donc, comme on a ce très fort contraste de température entre le côté jour et le côté nuit dans les atmosphères de Jupiter chaud, on s'attend à ce que des composés qui soient sous forme vapeur sur le côté jour puissent condenser sur le côté nuit. Mais la question qu'on se pose, c'est quels sont ces condensats? Ça ne peut pas être des nuages d'eau comme sur Terre, car il fait beaucoup trop chaud pour pouvoir condenser de l'eau. Donc, on a de l'eau sous forme vapeur seulement. Et surtout, une fois qu'on sait quel type de condensat pourrait potentiellement se former, est-ce qu'on peut les voir? Et est-ce qu'on peut les caractériser? Et quels sont leurs effets à la fois sur nos observables et sur la dynamique atmosphérique? Donc, la première question pour savoir quel type de condensats sont possibles, elle est partiellement répondue d'un point de vue théorique avec le graphique que je vous présente ici où j'ai représenté des profils de température à différentes longitudes de la planète d'un Jupiter chaud, donc en bleu au point substellaire, en marron au point antistellaire, donc côté nuit, et en rouge et en vert aux deux terminateurs de la planète. Et on voit en pointillé des courbes de condensation de différentes espèces qui ont été calculées grâce à des calculs d'équilibre thermochimique dans un papier de Vischer 2010. Et on observe que si on est le profil de température et de ce côté-ci de la courbe, on aura le condensat sous forme de vapeur, mais s'il est à gauche, on aura du coup condensé cette espèce. Et donc ici, on voit qu'on pourrait former des nuages par exemple de métaux, donc de fer ou de chrome, ou encore de silicate. Donc ici, j'ai représenté MgSiO3 ou Mg2SiO4, mais aussi potentiellement de sulfite de manganèse, MnS. Donc, ce sont des condensats potentiels et possibles, d'un point de vue purement thermodynamique, dans les atmosphères de ces Jupiters chauds sur le côté nuit, qu'on peut observer ici. Sur le côté jour, c'est plus compliqué parce qu'on est déjà beaucoup plus chaud, et donc on s'attendrait à avoir un côté jour qui est plutôt sans nuages, selon le type de condensat potentiellement présent dans ces atmosphères. Mais surtout pour la question de l'observation, effectivement, ces nuages vont avoir un très grand impact sur les observations, notamment de courbes de phase. Donc, ce que je vous présente ici à gauche, où il faut simplement regarder les courbes orange et violette, c'est issu d'un papier de Vivien Parmentier de 2021, où il a simulé avec un modèle des atmosphères avec et sans nuages, et il a calculé les courbes de phase qu'on observerait avec Spitzer selon ces modèles-là. Donc en orange, on a la courbe de phase simulée si l'on n'avait pas de nuages, et en violet ici, le cas avec des nuages. Donc on observe déjà une grosse différence de morphologie dans ces courbes. Donc, premièrement, si on regarde simplement le moment à laquelle la courbe de phase est maximum, on voit qu'il est maximum ici pour la courbe sans nuages et ici pour la courbe nuageuse. Donc on a une grosse différence sur l'offset, cette quantité dont je parlais tout à l'heure, qui représente le décalage entre le point maximum de la courbe de phase et le moment de l'éclipse qui est représenté en noir ici. Donc on voit qu'avec des nuages, l'offset est beaucoup plus petit, beaucoup plus réduit que dans un cas sans nuages. Si on regarde maintenant l'amplitude de cette courbe de phase, qui est représentée un peu grossièrement, mais pour donner l'idée avec ces flèches, on observe que dans le cas de nuages, l'amplitude de cette courbe de phase est beaucoup plus grande, ici en violet, que dans le cas sans nuages en orange. Et ça, c'est parce que ces nuages se formeraient du coup préférentiellement sur le côté nuit, et donc le flux émis côté nuit serait beaucoup plus faible qu'un flux émis s'il n'y avait pas de nuages. Et donc ça renforce le contraste de température et donc de flux thermique de ces planètes. Et donc, l'amplitude de notre courbe de phase est aussi renforcée. Un deuxième aspect assez intéressant qui a été mis en avant dans un papier en 2018 par Parmentier et Crossfield, mais qui date un peu plus tôt des papiers de 2016 de Vivien Parmentier encore, c'est que ces nuages sont très réfléchissants
Et on s'attend donc à ce qu'on ait une différence entre le maximum de notre courbe de phase en émission thermique et en lumière réfléchie. Donc, c'est ce qui est montré ici dans cette simulation, où en noir est la courbe de phase totale qu'on observerait. euh, alors, je ne sais pas à quelle longueur d'onde ça a été fait, mais disons en photométrie en infrarouge moyen. Et ici, il a décomposé les deux composantes à la fois réfléchies et émises. Donc, on observe que pour la courbe en émission thermique, le maximum de notre courbe de phase se fait avant l'éclipse, qui est ici à la phase 0. Mais en revanche, elle se produit après l'éclipse en lumière réfléchie. Et ça, c'est dû à l'abondance de nuages côté nuit et sur le côté ouest de la planète, comme il s'est représenté ici en jaune, qui font que la partie la plus réflective de la planète se trouve donc à l'ouest et donc le maximum de flux est après l'éclipse secondaire. Et donc, si on parvient, observationnellement parlant, à distinguer, à différencier la lumière réfléchie de la lumière émise, on va pouvoir observer directement ces nuages et où est-ce qu'ils sont situés sur la planète en regardant le maximum de flux de la courbe de phase en lumière réfléchie. Un autre aspect des nuages sur les signatures spectrales, et notamment visibles en transit, c'est que les nuages, ils ont une tendance à couper les signatures spectrales par rapport à un cas sans nuage. Donc, je vous ai fait la même simulation utilisant le code 1D de Benjamin Charnet et Exorem ici, avec un cas sans nuage en très plein et un cas nuageux en très pointillé pour une courbe de transit. Et on observe que pour la courbe de transit, on a toujours un niveau de flux qui est un peu plus faible du fait de ces nuages qui vont coupé de l'émission thermique. Donc, dans notre cas, là, c'est de la lumière en absorption. Et notamment, les deux lignes rouges ici représentent la moyenne des deux spectres. On observe une moyenne plus basse, et notamment les bandes d'absorption moléculaire vont être plus faibles et plus coupées. Et ça a été aussi observé dans un papier de Singh 2016, ici, où ils ont fait une observation de 10 Jupiter chauds différents, certains où ils s'attendaient à ce qu'il y ait de la formation nuageuse, certains où ils s'attendaient à ce qu'il n'y ait pas de formation nuageuse. Et donc, c'est ce qui représente ici, où c'est des spectres d'absorption entre 0,3 et 5 microns quand il y a des données Spitzer disponibles. Mais on va s'intéresser surtout à cette zone ici. Ils observent que dans les observations qu'ils ont en haut de ce graphique-là, on voit des signatures moléculaires assez fortes dans ces spectres, avec ici des spectres qui ne sont pas plats. Alors qu'en revanche, si on regarde le bas de cette figure, on voit, par exemple pour HD 189 ici, qu'on n'a quasiment pas de signature moléculaire et que les différences entre les différents points spectraux sont très faibles. Donc ça, ils l'ont imputé aux effets des nuages qui vont complètement lisser nos spectres et donc nos différentes profondeurs de transit par cet effet des nuages qui coupent les features atmosphériques. Et donc, on peut observer normalement ces nuages dans les atmosphères de Jupiter chaud grâce aux observations à la fois en transit et en courbe de phase. Mais pour ça, on a aussi besoin de faire des modélisations de ces atmosphères. Et comme je l'ai présenté depuis le début de cette présentation, les Jupiter chauds sont des objets intrinsèquement tridimensionnels. Et on ne peut pas se passer de cet aspect-là, parce qu'ils ont une très forte activité atmosphérique. Notamment, on s'attend à ce que la répartition des nuages et des espèces chimiques ne soit pas homogène dans ces atmosphères. Et avec les courbes de phase, en plus, on a de l'information qui est au moins deux-dimensionnelle en longitude et en verticale. Donc, plusieurs papiers sont attaqués à ce problème-là et ont montré qu'effectivement, utiliser des codes unidimensionnels dans la verticale n'était pas suffisant pour expliquer et comprendre les observations que l'on a. Donc, notamment, il y a un papier de Yassine Jaziri en 2024 qui montre très bien ce phénomène-là. Et donc, on a besoin de modèles 3D qui sont autoconsistants, qui calculent d'eux-mêmes la température, les champs de vent, la présence de nuages, d'espèces chimiques dans l'atmosphère, pour comprendre vraiment la complexité qu'on a dans ce type d'objet. Donc ça, c'est quelque chose qui a commencé en 2002 avec un papier fondateur de Adam Schoeman et Tristan Guillot et qui continue d'être exploré par beaucoup d'équipes de recherche. Je crois qu'on est 6 ou 7 à avoir un modèle de climat tridimensionnel. Et je vous ai montré ici quelques résultats qui sont assez en accord d'un modèle à l'autre et d'une équipe à l'autre pour les atmosphères de ces Jupiter chauds. Donc là, je vais vous présenter le modèle que moi j'utilise à l'Observatoire de Paris et qui est notamment développé au laboratoire de météorologie dynamique et qui s'appelle le Generic Planetary Climate Model ou Generic PCM et qui est donc un modèle tridimensionnel qui permet de simuler l'atmosphère de planètes. Et comment ça fonctionne? Ce qu'on va calculer, c'est des évolutions temporelles des différentes variables qui vont contrôler l'évolution atmosphérique de planètes. Donc, par exemple, la température, les champs de vent,
les concentrations de différentes espèces. Et on fait ça sur une grille sphérique qui est représentée ici. Et donc, on a en fait deux modèles dans ce modèle tridimensionnel. Un premier qu'on appelle le cœur dynamique, qui est en fait un solver numérique des équations primitives de la météorologie sur cette grille qui est représentée ici. Et couplé à ce cœur dynamique, on va aussi avoir un package physique qui va nous permettre de calculer des paramétrisations de différents phénomènes qu'on attend dans ces atmosphères-là, comme par exemple du transfert radiatif prenant en compte plusieurs espèces, de l'ajustement convectif quand la convection va se déclencher dans cette atmosphère, la formation ou non de nuages, leur effet radiatif et plein d'autres phénomènes possibles et imaginables. La petite particularité de ce modèle, c'est résumé en un motto qu'on dit souvent qui est One model to rule them all, parce que ce modèle peut être utilisé pour tout type de planètes et d'exoplanètes, du moins qu'on connaît pour l'instant. Donc ça a été utilisé pour le système solaire, notamment sur Vénus et Mars, par des chercheurs du LMD, et aussi plus récemment sur les géantes gazeuses telles que Saturne, Jupiter. Donc ça, c'est des papiers qui sont déjà publiés avec notamment les papiers d'Emeric Spiga et de Deborah Bardet. Et il y a des papiers qui vont être publiés très bientôt, qui sont actuellement en revue sur Uranus et Neptune en utilisant ce modèle-là. Mais on l'a aussi transposé du coup au cas des exoplanètes, avec les papiers de Jérémy Lecomte et de Martin Turbet sur les exoplanètes rocheuses, sur les mini-Neptunes avec le papier de Bernard Charnay, et du coup avec mon travail de thèse sur les Jupiter chauds. Donc, mon travail de thèse, c'est la modélisation des climats de ces exoplanètes de type Jupiter chaud avec ce modèle-ci, et en s'intéressant en particulier au cas des nuages dans ces atmosphères. Et donc, je vais vous présenter rapidement le modèle que j'ai développé pendant ma thèse, qui est un modèle de formation, transport et d'effet radiatif de ces nuages dans le modèle global. Et la façon dont on procède, c'est qu'on va considérer qu'on a deux quantités, une quantité qui va être les nuages, une quantité qui va être de la vapeur qui peut condenser, qu'on va traiter comme ce qu'on appelle des traceurs, donc des quantités qui peuvent être advectées avec le flot hydrodynamique et aussi sédimentées dans le cas des nuages. Et donc, c'est des quantités qui sont présentes dans toutes les grilles numériques, enfin, toutes comment dire, les décompositions de la planète en points numériques et dans chaque niveau atmosphérique. Et donc, dans chacun de ces points-là, on va calculer à la fois une pression de saturation et une pression partielle de notre vapeur potentiellement condensable. Et si notre grille est saturée, on va former des nuages. C'est un modèle qui est très simple d'un point de vue formation nuageuse, qui ignore complètement toute microphysique, mais qui est une première étape vers des modèles plus complexes ensuite. Cependant, pour former ces nuages, on a besoin de faire une hypothèse qui est la taille des particules nuageuses que l'on va former. Donc ça va être un paramètre qui est libre dans le modèle, c'est-à-dire que chaque simulation qu'on va faire tourner avec des nuages va avoir une taille de particules possible. Et en plus de ça, on a aussi pris en compte les faits que ces nuages ont un effet optique sur la structure de l'atmosphère, donc notamment sur la structure thermique, et donc on prend en compte cet effet radiatif des nuages directement dans le modèle et localement à chaque pas de temps. Maintenant, je vais passer à ce qui est nouveau depuis 1 ou 2 ans, donc c'est-à-dire l'utilisation du James Webb Space Telescope pour les Jupiter chauds. Et donc, je vais rapidement présenter aussi ce que peut faire James Webb pour ce type d'atmosphère. Donc, beaucoup de choses, parce qu'on a 4 instruments spectraux avec plusieurs modes d'observation qui me permettent de faire à la fois des transits et des courbes de phase. Il y a plus de possibilités avec James Webb, notamment sur de l'imagerie directe d'exoplanètes, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, parce que je n'ai simplement pas le temps d'en parler. Donc, les 4 instruments sont NIRISS, NIRSPEC, NIRCam et MIRI. Donc, les 3 premiers vont entre 0,6 et 5 microns à peu près, mais on va particulièrement s'intéresser à l'instrument MIRI, qui a été entre autres construit en France et au CEA, et notamment au spectromètre à basse résolution, donc entre 5 et 12 microns, qui va être celui dont on va parler un petit peu plus tard dans cette présentation. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on n'a jamais eu de spectromètre à basse résolution dans l'infrarouge moyen entre 5 et 12 microns dans l'espace. Donc ça nous donne accès à des longueurs d'onde qui, pour l'instant, on n'y avait pas encore accès, donc potentiellement beaucoup plus de caractérisation sur à la fois les molécules et les structures thermiques et dynamiques de cette atmosphère de Jupiter chaud. Donc là, en 2 ans, on a déjà beaucoup de découvertes un peu fondatrices, ou du moins qui confirmaient des hypothèses qu'on avait depuis déjà une dizaine d'années, et on a encore beaucoup de choses à découvrir. Et donc, pour appuyer mon point sur James Webb et son application au Jupiter chaud, je vais parler d'une planète qui s'appelle WASP 43b et qui est un Jupiter chaud à très courte période,
Et quand je dis très courte période, c'est que sa période orbitale est de 0,8 jours terrestres, donc à peu près 19 heures. Donc elle fait le tour de son étoile en 19 heures. Et cette cible est très intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle n'est pas très loin de nous. Elle orbite une étoile à 87 parsecs. Cette étoile est brillante et elle est calme. Donc, on peut faire beaucoup d'observations en courbe de phase sans être perturbé par de l'activité stellaire qui viendrait impacter directement nos mesures en courbe de phase. Et en plus, comme la période orbitale est très courte, ça en fait une cible parfaite. Et en termes de température, WASP 43 a une température d'équipe de l'ordre de 1400 Kelvin, ce qui est exactement un peu typique de la population de Jupiter chaud que l'on connaît pour l'instant. Donc, depuis sa découverte en 2011, on a déjà eu des courbes de phase avec Hubble et avec Spitzer, donc entre 1 micron et 4,6 microns. Et on a eu une courbe de phase avec le spectromètre à basse résolution de MIRI, donc entre 5 et 12 microns, dont je vais parler un petit peu après. Donc, ce qui fait de cet objet un objet où on a des courbes de phase spectrales entre 1 et 11 microns, et pour l'instant, c'est le seul le Jupiter chaud sur lequel on a ce type de données-là. Ça va sûrement changer dans le futur proche avec de nouvelles observations de James Webb. Mais pour l'instant, c'est le seul Jupiter Show avec autant de contraintes observationnelles. Et donc, je vais vous présenter du coup le travail qui a été fait partiellement à l'Observatoire de Paris, au CEA et au sein de grandes collaborations. Donc, ça, ce sont des news que vous avez peut-être vu passer pour ceux de l'Observatoire sur les différents écrans de l'Observatoire, où en utilisant du coup cette courbe de phase MIRI, on a pu cartographier la météo d'une exoplanète. Et donc, c'est un papier qui a été publié dans Nature Astronomy il y a quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises, pour la publication officielle. Et je vais aussi vous parler du travail que moi j'ai effectué en modélisation sur cette planète et où s'est posé la question de est-ce qu'il y avait vraiment une pluie de roches dans la nuit de ces atmosphères de géantes gazeuses chaudes. Donc, si on commence par les observations de James Webb, donc on a eu cette courbe de phase entre 5 et 12 microns qui nous ont permis d'observer deux éclipses que l'on va représenter ici et un transit au milieu. Et ici, cette représentation-là nous montre à la fois l'évolution temporelle avec la phase orbitale et en longueur d'onde avec l'axe vertical. En fait, très rapidement, au cours de la réduction de données, mes collègues se sont rendus compte qu'on avait un effet instrumental qui impactait les longueurs d'onde à plus hautes que 10,5 microns. Et donc, on a décidé d'utiliser que les longueurs d'onde entre 5 et 10,5 microns pour cet article-ci. Ce qu'on observe ici, donc sur la courbe de phase blanche, c'est-à-dire intégrée entre 5 et 10,5 microns, c'est qu'on ne peut pas distinguer à l'œil nu les barres d'erreur de chacun des points, alors que sur les courbes Hubble et Spitzer qui sont ici et ici, on pouvait très clairement les distinguer. Bon, effectivement, ici, les courbes de phase sont normalisées alors qu'elles ne le sont pas ici, mais je vous assure qu'on a une précision qui est assez extraordinaire au regard de ce qu'on avait avant avec HST et HST et Spitzer, pardon, et notamment du fait que pour Hubble, on était coincé par l'orbite terrestre qui faisait des interruptions d'observation, ce qui n'est pas le cas avec James Webb qui est au point de Lagrange L2. Et donc ici, on voit aussi deux spectres obtenus avec MIRI LRS, donc pour le côté jour ici et pour le côté nuit ici. Et on a en pointillé un corps noir à peu près à la température du côté jour qui a été tracé. Et on voit à l'œil nu qu'on a des signatures atmosphériques qui existent dans ces deux spectres. Donc, la première question qu'on s'est posée, qui était déjà dans la littérature, c'est est-ce qu'il y a des nuages ou s'il n'y a pas de nuages dans cette atmosphère? S'il y a des nuages, est-ce qu'ils sont bien côté nuit et côté ouest, vers le thermomètre ouest? Donc, pour ça, on a utilisé 5 différents modèles de climat tridimensionnel, dont celui que je vous ai présenté un petit peu avant que j'utilise, pour chacun faire tourner des modèles de WASP 43 avec chacun de nos propres hypothèses. Tous les modèles ne sont pas égaux ni construits de la même façon. Et notamment, l'une des hypothèses fortes, c'était nuages ou pas de nuages dans ces atmosphères. Et ce qu'on a pu mettre en évidence en utilisant l'ensemble des courbes de phase que l'on a calculées depuis nos modèles théoriques et en regardant et en comparant aux données observationnelles, c'est que pour reproduire à la fois l'offset et l'amplitude de la courbe de phase observée par MIRI, il faut des nuages dans les atmosphères de ces Jupiter chauds. Donc c'est ce qu'on voit avec les courbes bleues ici, comparé aux courbes rouges qui n'ont pas la bonne amplitude et surtout qui ont un minimum qui n'est pas au bon endroit, qui est par ici, par ici, alors qu'elles sont beaucoup plus proches ici pour les courbes avec nuages. Donc ça, c'est une évidence une potentielle évidence assez forte pour des nuages sur le côté nuit
de WAS43, ce qui était déjà suggéré par Hubble et Spitzer. Donc là, on a une autre confirmation à plus haute longueur d'onde de ce phénomène-là. Ce qu'on peut aussi observer, c'est qu'on a beaucoup plus de courbes sur ce graphique avec nuages que sans nuages, pour la simple et bonne raison que chacun des 5 modèles de 3D qu'on a utilisés a dû faire tourner une ou deux simulations sans nuages, mais beaucoup de cas différents avec des nuages. Donc, par exemple, moi, j'ai fait tourner une vingtaine de simulations avec nuages et 2 simulations sans nuages. Et elles font partie des courbes qui sont représentées ici. Si on regarde maintenant l'aspect spectral de ces courbes, parce que c'est ça ce qui est intéressant aussi avec MIRI et LRS, c'est qu'on a des spectres. On peut avoir donc 4 spectres qu'on a obtenus sur le côté nuit, côté jour et aux 2 phases intermédiaires au quart de l'orbite à chaque fois. Et si on regarde du coup nos points spectraux avec les différents modèles 3D ou GCM, on voit qu'il y a bien des signatures spectrales qui se dessinent et que en comparant avec les cas nuages sans nuages, les cas avec nuages ont l'air d'être plus en accord avec les données, notamment du fait de cette réduction de la taille des absorptions moléculaires que l'on observe dans le cas des nuages. C'est beaucoup plus similaire dans nos simulations nuageuses que dans nos simulations sans nuages par rapport aux données. Donc c'est encore une indication spectrale cette fois qu'il y aurait des nuages dans les atmosphères dans le côté nuit de WAS 43. Et ce qu'on observe aussi d'un point de vue simplement détection d'espèces, c'est qu'on a de la vapeur d'eau qui est détectée à chacune des phases. Donc, c'est la signature que l'on voit ici, ici qui est très forte sur le côté jour, ici aussi sur les deux observations aux phases des terminateurs. Mais en revanche, on ne détecte pas de méthane sur le côté nuit, alors que c'est ce qu'on aurait attendu si on avait de l'équilibre chimique. Pourquoi on aurait attendu du méthane sur le côté nuit? Parce que la température est beaucoup plus faible et ça permet donc au méthane de subsider à plus haute température, pardon, à plus haute altitude. Et donc ça, cette absence de méthane serait un signe de déséquilibre chimique qui serait induit par les vents très forts que j'ai présentés un peu plus tôt sur ces planètes, où on redistribue très rapidement les espèces chimiques sur un temps qui est plus rapide que le temps qu'auraient besoin ces espèces chimiques pour créer du méthane qui resterait sur le côté nu. Donc ça, c'est aussi une évidence observationnelle du fait qu'on a du déséquilibre chimique dans les atmosphères de ces Jupiter chauds, en tout cas de WAS 43. Et donc ça a été d'autant plus confirmé par l'utilisation de modèles verticaux 1D en retrieval, donc c'est-à-dire qui sont data-driven, qui essaient de s'ajuster aux données en tentant beaucoup de paramètres différents. Et on confirme la non-détection de méthane avec une limite haute sur son abondance qui est à 4,6 sigma, si je me rappelle bien. Ce qu'on détecte aussi, mais c'est modèle dépendant, c'est potentiellement du monoxyde de carbone, donc à 2-3 sigma selon la phase à laquelle on regarde et le modèle que l'on utilise. Et si on regarde les profils de température qui sont calculés par ces modèles 1D, ils sont donc ici en région colorée, ils sont cohérents avec les modèles les profils de température tirés de modèles 3D qui sont ici en noir, où on a simplement sélectionné un des modèles et pas tous. Donc, pour résumer ces observations de James Webb, les conclusions que l'on a, c'est qu'on a pu cartographier à 4 phases différentes au cours de l'orbite la température de ce Jupiter chaud, ce qui est représenté ici. On voit qu'on a du déséquilibre chimique qui est à l'œuvre sur ce Jupiter chaud, notamment du fait de l'absence de méthane sur le côté nuit, et aussi la présence de nuages sur le côté nuit et une très forte hypothèse, ou en tout cas une très forte probabilité d'expliquer à la fois l'amplitude et l'offset de la courbe de phase MIRI, mais aussi des courbes de phase qu'on avait avec Spitzer et avec HST. Et il y a une autre étude qui est sortie, dont je n'ai pas parlé avant, qui s'est concentrée sur le côté jour seulement, donc les observations sur le côté jour. Et un peu plus tôt dans ce séminaire, j'ai dit que grâce aux courbes de phase, on peut avoir de l'observation seulement en 2 dimensions, avec la longitude et avec la latitude. Alors, ce qu'ils ont montré dans cette étude qui a été publiée il y a quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises, c'est que quand on regarde le côté jour de ces planètes-là, on peut aussi commencer à avoir des petits indices sur des structures en latitude. Et c'est ce qui montre ici en regardant les résidus, donc du moins, disons, les observations proches de l'éclipse, et en faisant des fits de différents modèles qui prennent en compte des variations soit longitudinales seulement, soit longitudinales et latitudinales, et qui sont physiquement motivées. Il semble que l'on peut observer ici
des structures latitudinales. Donc ça, ce serait dû au fait que la pression du télescope est absolument excellente comparée à Spitzer et à HST. Et donc, on pourrait potentiellement commencer à faire vraiment de la cartographie tridimensionnelle de ces atmosphères de Jupiter chaud grâce à James Webb. Mais pour la composante latitudinale, c'est encore très récent et on aura besoin de plus d'informations et de compréhension des instruments avant de pouvoir vraiment faire ces cartographies tridimensionnelles. Et maintenant, si on passe à une analyse atmosphérique plus en détail de WASS 43, donc le papier que j'ai mené pendant ma thèse, c'est en utilisant du coup ce modèle du Generic PCM, qui est du coup aussi utilisé dans le papier que je vais présenter avant, on a fait un bon nombre de simulations à la fois sans nuages et avec nuages de WASS 43 pour essayer de comprendre quel a été l'effet radiatif et dynamique de ces nuages dans ces atmosphères-là, et aussi leur effet sur les observables. Donc, on a utilisé deux types de nuages différents, soit des nuages composés de silicate Mg2 SiO4, soit de sulfite de manganèse, MnS, et on a testé différentes tailles de particules nuageuses, et on a aussi testé différents scénarios chimiques en utilisant une métallicité qui est soit une fois solaire, soit 10 fois solaire. Notamment, c'est la première fois que le Generic PCM était utilisé dans le cadre de Jupiter Show. Et donc, on a commencé par faire des simulations sans nuages, que je vous montre ici, avec donc une carte de température. Donc, avec ici le côté jour, ici le côté nuit, où on voit très bien ce contraste jour-nuit, avec le vent équatorial très fort, ce jet à l'équateur qui est représenté avec les flèches, mais aussi sur cette figure ici en rouge. Ici, c'est une carte de l'émission thermique qui correspond assez fidèlement à la carte de température. Et enfin, si on regarde cette fois en moyennant sur toutes les latitudes et donc l'évolution en fonction de la longitude et du niveau vertical, on observe encore une fois ici le maximum de température qui n'est pas au point substellaire, c'est-à-dire à zéro qui serait sur cet axe-là, mais qui est décalé vers l'est. Et donc ça, c'était déjà un bon résultat où on reproduit assez fidèlement ce qui a déjà été produit dans la littérature et ce qui est conforme aux attentes théoriques. Mais du coup, on allait un petit peu plus loin en faisant toutes ces simulations nuageuses. Donc, ce que je vous montre ici, c'est donc à gauche pour des simulations avec des nuages de MNS et à droite avec des nuages de Silic4. En vert, ce sont les cartes de distribution de nuages et en rouge-noir, les cartes d'émission thermique. Et ce qu'on observe à chaque fois, dans chacun des cas de figure, c'est que les nuages vont se former, s'ils se forment côté nuit et au côté ouest de la planète, mais pas du tout côté jour. Donc ces taches bleues ici représentent une absence de nuages et ils se reforment ensuite sur le côté nuit. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce n'est pas symétrique entre côté jour et côté nuit, et ça, c'est dû au fait qu'on a du coup ce déplacement vers l'est du point le plus chaud de l'atmosphère, où ici, le côté jour, l'ouest du côté jour est quand même légèrement nuageux, mais pas du tout le côté est. Et ça, c'est un pattern que l'on retrouve, peu importe la taille des particules et peu importe le type de nuage dans l'atmosphère. Mais si on se concentre uniquement sur un type de simulation, donc avec des particules par exemple qui vont se former avec un rayon de 1 micron, on peut aller regarder quel est l'effet sur la structure thermique et dynamique de ces nuages. Donc c'est ce que je vous montre ici. En haut ici, on a donc le vent qui est en fonction de la latitude et de l'échelle verticale. Et en dessous, pour chacune des trois simulations, donc avec nuage de silicate, nuage de MNS et sans nuage, on observe une carte de température en longitude-latitude. Donc si on regarde d'abord le rang du bas, on voit qu'on a toujours une dichotomie de température entre le côté jour et le côté nuit, mais que la structure plus fine de cette carte de température varie. Notamment, si on rajoute des nuages dans l'atmosphère, on va augmenter ce contraste jour-nuit. On va l'augmenter parce que les nuages côté nuit vont bloquer l'émission thermique du côté nuit, donc réchauffer les couches atmosphériques qui vont être en dessous des nuages. Et cette chaleur, du coup, qui est coincée par l'effet des nuages, va être ensuite redistribuée par le très fort vent sur le côté jour, qui va le rendre plus chaud et qui va lui émettre plus. Et donc ça, l'intensité de cet effet va dépendre du type de nuage de condensat que l'on a dans notre atmosphère. Et notamment, ce qu'on observe, c'est ici sur les cartes de vent, c'est qu'on a une structure du vent qui va varier aussi selon le type de nuage que l'on met dans nos atmosphères. Donc ça, c'est lié à l'effet radiatif de nos nuages qui va changer les structures de vent. Et donc ça, on a pu le relier directement ici à la carte d'émission, aux cartes de distribution de nuages qui vont se former majoritairement au pôle
de manière profonde pour le cas des silicates, alors que plus haut dans l'atmosphère pour le cas des MNS. Et on a aussi pu lier ça à un ralentissement du jet équatorial et du coup la distribution de vent à plus haute latitude qui va varier selon ce type d'effet radiatif des nuages. Et je pense que j'ai parlé pendant un petit peu trop longtemps, donc je vais rapidement passer sur les deux dernières slides d'observation. On a produit des courbes de phase de nos différents scénarios de WAS 43 et on les a comparés aux données observationnelles. Et ce qu'on a montré, c'est que si on utilise des nuages dans ces simulations, ça nous permet de beaucoup mieux reproduire les courbes de phase que dans le cas sans nuage qui est en noir ici. Donc notamment ici, c'est le côté nuit et on voit que nos courbes avec nuages reproduisent très bien les données HST qui sont là, mais un petit peu moins bien à plus haute longueur d'onde pour le côté nuit, que pour les trois autres phases, c'est plutôt bon. Et notamment, ce qu'on voit, c'est que les nuages de silicate ont une bande d'absorption autour de 10 microns, qui est présente seulement pour des particules nuageuses qui sont plus petites que 1 micron. Et cette bande d'absorption n'est pas vue dans les données. Donc, nos simulations ont permis de dire que si effectivement on a des nuages de silicate qui sont responsables de l'opacité que l'on voit côté nuit, alors ces particules de silicate sont plus grandes que 1 micron. Et c'est la seule conclusion qu'on a pu tirer du coup de ces observations, avec le fait que les nuages existent peut-être sur les côtés nuit. Et donc, on aurait besoin de plus d'observations pour réussir à vraiment contraindre la distribution nuageuse et leur composition. Mais il y a quand même un autre petit point, c'est que la chimie et les nuages sont dégénérés. Et donc là, ce que je montre, c'est une simulation avec une chimie différente, donc 10 fois la métallicité solaire. Et on observe aussi qu'on reproduit plutôt bien les données sur toute la plage spectrale, voire peut-être même un peu mieux par endroit que dans le cas nuageux. Mais il est impossible de trancher statistiquement entre ces deux types de configurations. Et donc, pour pouvoir avoir une indication de si c'est la chimie ou les nuages qui sont responsables de cette forte opacité sur le côté nuit, il va nous falloir des mesures d'abondance atmosphérique très précises de certaines molécules. Et donc ça va, enfin, c'est en train d'être fait, parce qu'on a eu une autre courbe de phase avec un autre instrument, James Webb, qui est en cours d'observation, qui, je pense, va être bientôt publié. Et ça va sûrement nous permettre de casser cette dégénérescence entre nuages et chimie. Et donc, je vous laisse avec mes conclusions. Et merci de m'avoir écouté. Donc, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Lucas, pour cette présentation. Énormément d'informations. J'ai perdu ma souris. Elle est retrouvée. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, vraiment une présentation très, très riche. Alors moi néophyte, j'admire une sorte de travail d'enquête qui se fait. Et on sent qu'il y a un emballement là, avec les données du web. Jordan Nicolas qui demande dans le chat, pour la position du point le plus chaud, y a-t-il une raison vers le décalage vers l'est et non vers l'ouest? Alors oui, et ça c'est... Alors j'essaie de retrouver pardon, la bonne slide. Ouais, voilà. Alors ça c'est lié justement au sens du vent. Vu que le vent va nous permettre d'advecter enfin, part vers l'est, la chaleur va être décalée vers l'est. Et ça c'est aussi un effet dû dans quel sens ça tourne notre étoile. Mais si on rentre un peu plus dans la théorie de pourquoi ce jet, enfin ce vent équatorial se développe vers l'est, c'est une histoire de compétition entre les différentes ondes planétaires qui vont se créer du fait du forçage stellaire et la résultante dans la majeure partie, enfin dans 99% des Jupiter chauds que l'on connaît, ça va être un vent vers l'est. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir ce décalage vers l'est de notre point le plus chaud. C'est de l'advection de chaleur de là où elle est reçue par la planète à là jusqu'à où elle est transportée. Moi, j'ai une question sur l'instrumentation, là. Donc là, on est en train de dire commencer à exploiter pleinement le web. J'ai bien compris que là, les données arrivent un peu au fur et à mesure. Et il y a un futur plus lointain d'autres instruments qui donneront Ouais, de meilleurs résultats. alors meilleur, c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on appelle meilleur. Mais alors il y a là en tête, j'ai déjà les ELT, donc les Extremely Large Telescopes, qui seront des télescopes au sol. Et j'ai pas du tout parlé du segment sol, mais on peut aussi faire beaucoup de choses avec. Et les ELT vont apporter pas mal de contraintes sur les atmosphères d'exoplanètes. Mais un peu plus tard, en 2029, il y aura la mission Ariel, qui est une mission
de classe M, si je dis pas de bêtises, de l'ESA, qui est entièrement dédié aux exoplanètes et qui va faire un survey, un sondage, enfin, un relevé de plus de 1000 exoplanètes à la fois en transit, en éclipse et en courbe de phase. Et elle est principalement axée vers tout d'abord les planètes de type Jupiter chaud parce que c'est les meilleures cibles. Enfin, en tout cas, au début de mission, ça sera les meilleures cibles. Donc on a de la relève post-James Webb. Et comme James Webb est là pour à minima encore 10 à 15 ans, si j'ai bien compris, il y aura aussi potentiellement une synergie entre James Webb et Ariel parce qu'ils pourront opérer au même moment. D'accord. Donc, beaucoup de choses à faire pour les 10 prochaines années. Ouais, exactement. Je remets quand même ça. Oui, voilà, simplement que du coup, si ce sujet vous intéresse, bah, je défends ma thèse le 27 septembre à Meudon. Et on a plein de nouveaux résultats dont j'ai pas encore parlé, qui sont assez intéressants. Donc, n'hésitez pas à passer. Voilà. Formidable. Ouais, merci beaucoup à tous. Merci, un très grand merci, Lucas, pour cette présentation très riche. Avec plaisir. Et rendez-vous pour les prochaines publications et pour la défense de thèse. Merci à tous.